Bonjour, chers amis. Je suis retournée au jardin. Le soleil s'est caché et j'arrive à voir un peu mieux mon écran. Alors cet après-midi, je vais vous parler d'un sujet de société. Il se trouve que Thomas me l'a foutu sous le nez à plusieurs reprises là. Et puis il y a Philippe Catherine qui vient de sortir un disque un peu sur le sujet. Et puis j'ai vu une chanson ce matin que Thomas m'a mis sur mes recommandés sur YouTube aussi, dont j'ai oublié le nom évidemment, une chanson de Benjamin Biolay. Et c'est une chanson, c'est au sujet du thème du célibat. Alors effectivement, c'est vrai que le célibat, enfin non, je dis des bêtises. Ça n'est pas le célibat qui est un problème de société, mais plutôt le fait de vivre seul, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce qu'on peut très bien ne pas être pour l'institution du mariage et choisir de vivre en couple, par exemple. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui critiquent ça, justement, le fait de vivre seul et de choisir de vivre seul. Alors, les gens qui critiquent ça, en fait, sont les gens qui sont en couple et qui prétendent que c'est mieux de vivre en couple systématiquement. Moi, je dis que mieux vaut... Alors, il y a un dicton qui dit mieux vaut vivre seul que d'être mal accompagné. Et ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. Parce qu'au moins, quand vous êtes seul, libre à vous d'inviter qui vous voulez chez vous, à manger, à faire ce que vous voulez. Et quelquefois, le fait d'être en couple peut être une entrave à faire énormément de choses. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Bon, on va essayer de hausser un peu le débat. Jadis, les gens se mettaient en couple beaucoup par conformisme. Parce qu'en fait, quand l'individu devenait adolescent et adulte, il était dans la convention et dans les valeurs classiques de se mettre en couple et de se marier. Dès l'instant que quelqu'un n'avait pas pour projet de se marier, mais avait des projets autres, que ce soit artistiques ou quoi que ce soit, systématiquement, il était stigmatisé. Alors c'est au point que les conventions étaient tellement lourdes que ça a brisé des vies entières. Dans toutes les familles, on a tous des cas comme ça. Alors aujourd'hui, après, il y a eu évidemment comment dire. Alors inutile de préciser que la religion évidemment joue un rôle très important dans ce processus-là, et toutes les religions sans aucune distinction en fait. Et puis ensuite, on a commencé à faire valoir le fait que quand même être amoureux de la personne qu'on allait épouser, c'était quand même pas du luxe. On peut voir les choses comme ça. Et ce qui me paraît, moi personnellement, être le minimum syndical, effectivement. Cependant, nous savons tous que si depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, le fait de souhaiter être amoureux avant d'épouser quelqu'un est une chose parfaitement reconnue, nous savons tous, vu le pourcentage de divorces, à quel point, effectivement, ça n'est absolument pas une garantie de réussite. Bon, ça, c'est curieux d'ailleurs parce que au moment où moi, quand j'avais pété les plombs il y a une dizaine d'années, je lisais le journal Psychologie et je me souviens très bien qu'il y avait, j'avais lu un article qui m'avait assez surpris d'ailleurs, écrit par un psychologue, et il expliquait que il y avait des couples arrangés en fait. Donc des couples d'intérêt, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui décidaient de se marier sans être amoureux, mais qui s'estimaient simplement, et qu'avec un travail thérapeutique de quelques semaines et quelques mois, en fait, parvenaient à être des couples tout à fait satisfaisants, et voire beaucoup plus satisfaisants que des couples spontanés qui s'aimaient et qui étaient amoureux et qui se pétaient la gueule au bout de quelques années. Et c'est intéressant, c'est intéressant comme remarque. Personnellement, ça me tente pas, mais peut-être qu'il y a des gens que ça tente, je ne sais pas. La nature humaine est tellement étrange et tellement étrange. C'est rassurant dans un sens qu'on ne maîtrise pas la science des relations humaines, qu'on ne la maîtrisera jamais autant qu'on le voudrait. Parce que imaginez qu'on maîtrise ce genre de choses, vous imaginez celui qui maîtriserait ça, à quel point il se ferait, entre guillemets, des couilles en or. Donc Dieu merci, ça n'arrivera jamais.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, maintenant, c'est pas une solution pour se satisfaire de cette situation et du fait que tout le monde, enfin qu'il existe un très fort pourcentage. Oui, encore un camion qui passe. Et qu'il existe effectivement un très fort pourcentage de couples qui divorcent. Voilà. Alors vous me direz, je commence à parler de solitude et je passe par les couples et je... Voilà. Ben oui, c'est comme ça. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui choisissent de vivre seuls parce que c'est en relation avec le fait qu'ils aient été en couple et que ça se soit mal passé. Donc, en soi, c'est quelque chose de tout à fait compréhensible. Alors, moi, ce que j'observe autour de moi, c'est que la solitude, c'est quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose de nécessaire parce que ça permet d'entretenir avec soi-même des relations saines. Parce que ça permet un travail d'introspection sur ce qu'on a envie de faire de sa vie, sur ce qui est prioritaire, sur ce qui ne l'est pas, sur la nécessité absolue d'entretenir une certaine forme d'égoïsme à petite dose et bien consistante. Qu'est-ce que c'est qu'un égoïsme bienvenu? L'égoïsme, il faudrait remettre en avant la notion d'égoïsme. Je rigole parce que moi, évidemment, qui passe mon temps à me pencher sur la souffrance des gens, voilà que je fais l'apologie de l'égoïsme, franchement. Mais c'est pourtant vrai, c'est absolument nécessaire d'apprendre à être égoïste, parce que en apprenant à être égoïste, on prend soin de sa personne. Et prendre soin de sa personne, ça n'est absolument pas quelque chose de négatif, parce que quand on se ménage des plages de temps pour soi seul, on n'en est que plus attentif aux autres après, justement. C'est pour ça que c'est important. Et c'est notamment une chose qui est extrêmement, malvenue et méprisée. L'égoïsme est méprisé. En fait, ça ne devrait pas être appelé comme ça. Il faudrait trouver un autre mot, peut-être. Voilà, c'est pas du narcissisme non plus. Il s'agit simplement de se poser et de ne penser et de s'efforcer à de ne penser qu'à soi pendant quelques heures de temps en temps. C'est pas la mer à boire. Hein. Je dis ça notamment à l'intention des femmes qui travaillent, qui sont mères au les femmes qui sont mères au foyer, pareil, mais une femme qui travaille, par exemple, et qui doit être, elle doit être au top quand elle est au pieu avec monsieur, elle doit être au top quand elle est au fourneau, elle doit être au top quand il y a un gamin qui va mal, elle doit être au top au travail, elle doit être au top partout, quoi. Et puis surtout, fermer sa gueule, tant qu'à faire. Enfin, j'exagère un peu, mais... alors ces femmes-là, oui, je leur conseille d'apprendre à être égoïstes. Non, mais c'est extrêmement important. Moi, quand j'étais enfant, il arrivait que notre maman aille chez le coiffeur et elle nous le disait pas quand c'était comme ça. Et quand on rentrait de l'école, on était assis, enfin moi je me souviens très bien, j'étais assise sur le seuil de la porte et elle était jamais rentrée exactement à l'heure où il fallait, quoi. Mais le problème c'est qu'on avait tellement l'habitude qu'elle soit qu'elle soit là à nous faire sous le cul en fait, comme tous les enfants, quoi, que dès qu'elle était enceinte, dès qu'elle était en retard, ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure, j'avais l'impression que c'était 1 heure, quoi. C'était vraiment... Et en fait, quand je la voyais sortir de la voiture et que je la voyais super bien coiffée, ça me rendait heureuse de voir... En fait, ce qui me rendait heureuse, je me souviens très très bien, c'était le fait d'avoir conscience que pendant quelques heures, elle ne s'était occupée que d'elle. Et alors ça, moi, ça me faisait un bien considérable. Parce que tout le reste du temps, c'était elle qui passait en dernier, toujours, justement. C'est pour ça que c'est très important. C'est pour ça que je fais l'apologie de l'égoïsme. Alors évidemment, le problème, c'est que faire l'apologie de l'égoïsme, ça peut être interprété. Il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais moi, non, il n'y a pas de souci de ce côté-là, je fais ce qu'il faut. » Ah oui, ça, j'en doute pas. Il y en a certains qui pensent à leur gueule du matin au soir. Ce qui vient de passer est un très gros tracteur, très récent, donc issu de l'agriculture intensive. Je glisse ça subrepticement dans ma vidéo. Bon, enfin voilà, nous en étions à parler de l'égoïsme. Non, pas de l'égoïsme, mais de la solitude. Moi, je pense que la solitude est nécessaire sur le long terme aussi, justement quand on a vécu en couple avant.
Parce que je pense que quand il y a des couples qui se séparent, les gens passent beaucoup trop vite d'un couple à un autre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fini leur première histoire, qu'ils commencent déjà la seconde. Et c'est précisément parce qu'ils commencent la seconde histoire sans avoir terminé la première que les choses sont si difficiles pour celui qui est quitté et pour les enfants. Alors que si vous prenez la précaution de terminer une histoire d'abord, de respecter un laps de temps, et d'ensuite seulement commencer une autre histoire, vous rendez les choses infiniment plus simples pour tout le monde. Voilà. Et alors ça, je parle vraiment par expérience, parce que moi je l'ai vécu. Et Thomas, il a eu cette intelligence-là, parce que moi, la première fois que je me suis mise en couple, j'avais 19 ans, mais en fait je sortais de chez mes parents, donc je n'avais jamais vécu seule, vraiment, en devant m'assumer et tout. Bon, évidemment, avec la mise sous tutelle, ça a perverti un peu les choses, parce qu'en fait, je n'ai jamais vécu seule avec mes moyens normaux, quoi. J'ai toujours vécu seule en étant sous tutelle. Donc évidemment, les choses sont complètement perverties, du coup. Mais pendant je sais pas combien de temps, peut-être un an et demi, il m'a laissé croire, en fait, qu'il était toujours en couple avec la maman de ses enfants. Et donc, moi, je vivais seule, sans me projeter avec lui. Et du coup, ça m'a fait du bien parce que je prenais soin de ma maison, j'ai fait des travaux dans ma maison, etc. Et la maison, c'est important parce que c'est une projection de soi-même. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre soin de sa maison. Voilà. Et oui, c'est important de prendre soin de sa maison. À défaut d'avoir une maison à deux, quand on a une maison, c'est toujours mieux que rien. Mais pour en revenir à cette histoire de solitude, moi je connais des femmes, par exemple, il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes aussi, qui se sentent coupables, d'être seuls, et qui ne comprennent pas pour quelle raison ils ne trouvent pas quelqu'un. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas prétendre donner de recettes miracles. C'est ça le problème, c'est que les gens aimeraient qu'on leur donne des recettes miracles, mais il n'existe pas de recettes miracles, parce que chaque cas est différent. Donc on peut pas donner Il y a des pistes, bien sûr. Les pistes, lesquelles sont-elles? Quelles sont les pistes? Et quelles sont-elles? Quelles sont les pistes? Alors, les pistes. Les pistes de travail pour la solitude. Apprendre à vivre en prenant soin de maintenir une certaine distance vis-à-vis de ses parents. Alors là, je parle bien évidemment pour les gens qui ont un travail et qui n'ont pas et qui ne dépendent pas de leurs parents, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, par exemple, et qui sont obligés d'une certaine façon de ménager la chèvre et le chou, parce que les parents les perfusent un petit peu financièrement, et donc quand les parents font des réflexions, ils peuvent que s'écraser, parce qu'évidemment, si jamais ils la ramènent, on leur dit écoute, t'es bien content quand on te donne de l'argent, donc t'écoutes les leçons s'il te plaît. Puis du coup, ils rétrogradent complètement par rapport à leur désir d'autonomie. Donc ça, évidemment, c'est un problème, c'est un énorme problème, parce que pour être un jeune, normalement, doit être autonome par rapport à l'argent et par rapport à ses parents. Donc ça, c'est un problème, effectivement. Il y a souvent aussi un problème de manque d'estime de soi. Ça, c'est important aussi. Moi, je pense que à côté de son travail, il est important d'avoir des activités dans le milieu associatif, par exemple, défendre des causes. Il y a énormément de gens, par exemple, qui ont un travail et qui ne sont pas heureux dans leur travail. Donc si jamais ils sont célibataires, le fait de se bagarrer pour défendre une cause, par exemple, je pense que ça aide à rencontrer des gens. Et puis le jour où vous rencontrez quelqu'un, moi je sais que je suis très attendue, notamment par rapport à... Comment ça s'appelle ? Par rapport à l'attitude qu'on doit adopter par rapport aux autres dans les premières relations sexuelles, par exemple. Pas uniquement les premières relations sexuelles, mais les premières relations sexuelles avec une personne en particulier. On se dit est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon, etc. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut attendre de penser que c'est le bon pour arriver à se lancer, parce que ce serait stupide, bien sûr. Mais j'y réfléchissais l'autre jour et je pensais qu'en fait, l'idéal... Alors,
Il y a un sondage qui est sorti l'an dernier, qui disait qu'il y avait de plus en plus d'hommes qui refusaient de coucher le premier soir. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. Pour ma part, je serais tentée de dire attendez le 4e jour. Jamais les 3 premiers soirs. Ça va être ça le slogan en fait. Jamais les 3 premiers soirs. Pourquoi les 3 premiers? Parce que je suis né le 4 avril. Ça fait 4. Et puis Thomas est né un 4 aussi. Et puis on attend après moi pour je me coltine le travail, donc c'est autant. Alors quel intérêt me direz-vous? Eh bien l'intérêt c'est tout simplement que ça va rien vous garantir, bien évidemment. Hein. Je veux dire, si vous flashez sur un mec et que vous imposez d'attendre le 4e soir pour enfin céder à ses avances, ça va pas être une garantie qu'il va pas vous prendre pour une imbécile pour autant. On est bien d'accord. Mais quand même, statistiquement, je trouve que c'est pas plus mal, quoi. Vous voyez un petit peu à qui vous avez affaire, même si c'est qu'un petit peu, c'est déjà pas mal. Et puis, moi, je pars du principe que le corps est sacré, et donc je trouve que attendre un peu avant de prêter son corps à quelqu'un, je trouve que c'est pas plus mal. Je pense que c'est une attitude sage. Et puis le quatrième jour, quand si vous décidez de lui prêter enfin votre corps, n'oubliez pas de sortir couvert. Je pense que le 4e, jamais les 3 premiers jours, plus le préservatif, je pense que c'est bien. Vis-à-vis des risques par rapport au sida, par exemple, je trouve que c'est bien. Et puis si le mec vous laisse entendre que ça lui plaît pas ou n'importe quoi, c'est l'occasion ou jamais de l'envoyer chier et de lui dire, tout simplement. Un mec qui n'est pas capable de comprendre ça, c'est quelqu'un qui ne mérite pas que vous lui prêtiez son corps. Votre corps, pardon. Que vous lui prêtiez votre corps. Voilà, c'est plus clair comme ça. Enfin voilà, moi c'est l'impression que j'ai. Je suis embêtée parce que je voudrais fermer ma fenêtre et en fait, avec le soleil, je n'y vois rien. Bon, c'est pas grave, je continue à parler alors. Enfin voilà, moi je pense que, pour revenir à la solitude, le remède miracle n'existe pas. Alors je sais bien qu'il y a des coachs qui se chargent de ça, hein, les agences matrimoniales, les clubs de rencontres, etc. C'est assez terrible en fait, parce que avec la mécanisation, avec les hypermarchés, etc., quelqu'un par exemple qui est un petit peu ours, je ne citerai personne, mais quelqu'un qui est un peu ours par exemple et qui a l'habitude de vivre dans sa caverne comme ça et qui n'adresse jamais la parole à personne, quasiment, eh bien, aujourd'hui, avec les moyens de communication hyper sophistiqués, etc., avec les hypermarchés, il est tout à fait capable de vivre sans jamais adresser la personne aux autres humains. Ce qui est quand même, pour moi, quand même assez catastrophique. Et du coup, ce qui en résulte, évidemment, c'est que les gens souffrent de la solitude, et du coup, on est obligé de refabriquer artificiellement des moyens de communication pour obliger les gens à communiquer entre eux. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui pourraient très bien s'entendre et qui n'ont de communication que du virtuel. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je développe davantage. Mais n'empêche que les faits sont là. Voilà. Et ça, je trouve que c'est quand même un énorme problème. Voilà. Je voudrais toujours arrêter ma vidéo et je n'y arrive toujours pas. Voilà, j'ai trouvé où l'arrêter et je ne l'arrête pas. Je viens d'avoir une abeille, j'ai une abeille ou je sais pas quoi qui vole autour de moi, et je viens de voir une pierrite du chou. Alors pendant que j'y suis, je vais vous raconter ce que c'est qu'une pierrite du chou. C'est un petit papillon blanc qui fait beaucoup de dégâts. Et alors moi, j'ai une relation particulière avec ce papillon parce que quand j'étais petite fille, je marchais dans la cour, devant la maison de mes parents. Alors à cette époque-là, il y avait une biodiversité très large. Donc il y avait beaucoup de boutons d'or. Mais alors le bouton d'or, en fait, on appelle ça la renoncule. Il y a la renoncule rampante et la grande renoncule qui fait, je sais pas, presque 50 cm de haut. Et il faut savoir que la renoncule, elle est toxique. Et donc comme elle est toxique, les bovins ne la mangent pas. Donc, dans une cour, nous ici en Normandie, on a une terre qui est très riche.
Et donc, dans une cour, vous avez beaucoup de redoncules. Et donc, moi, je cueillais des bouquets de boutons d'or, et j'adorais ça. J'attrapais les papillons, je leur caressais les ailes. J'attrapais les coccinelles. J'ai pas encore attrapé celle qui est sur la fesse de Thomas Fersen, par contre. Si elle existe. Parce que j'ai quelques doutes. Étant donné qu'il ment comme un arracheur de dents, vous savez, on sait pas à qui on a affaire. C'est ça le problème, en fait. Mais, enfin voilà. Donc cette abeille arrête pas de me tourner autour, là, je sais pas ce qu'elle veut. Elle a quelque chose de bizarre derrière, d'ailleurs. Elle transporte un espèce de truc derrière, je sais pas ce qu'elle fait. Ah non, ce sont ses pattes. Elle se frotte les pattes en volant. C'est très bizarre, ça. Oh tiens, j'ai un truc marrant à vous raconter. Dans mon ancienne maison, dans une vie antérieure, j'ai fait une chose très rigolote, et je vais essayer de le refaire pour voir. Sur la table du jardin, le hasard avait fait que j'avais mis... il devait se trouver sur la table du jardin des débris végétaux. Alors je ne sais pas ce que c'était. Je me souviens pas du tout ce que c'était. Et puis en observant les oiseaux, parce qu'on avait énormément d'arbres et d'arbustes, en observant les oiseaux, comme c'était l'époque de la nidification, les oiseaux venaient chercher ces brindilles-là pour fabriquer leur nid. Et alors évidemment, comme je suis une vislarde, j'ai voulu voir si je pourrais leur filer un coup de main. Et donc j'ai pris une pelote de laine, j'ai découpé des morceaux de laine détricotés, vous voyez, ça fait des petits frisottis un petit peu. Et je les ai laissés sur la table pour voir. Et ils venaient chercher les brins de laine pour faire leur nid. Et vous savez ce que je viens de voir là? Je viens de voir un papillon. Il vient régulièrement ici, je l'avais déjà vu l'année dernière. Je ne sais pas ce que c'est comme papillon. Il est derrière l'herbe de la pampa. C'est un papillon qui fait la taille d'une pierrite du chou, mais les deux petites ailes de derrière sont oranges, alors que celles de devant sont blanches. J'ai aussi dans la région ce qu'on appelle un citron, c'est-à-dire qu'il est comme une pierrite du chou, mais jaune citron, un tout petit peu plus petit. Voilà. Alors ce qui est étrange, c'est le fait que j'ai des papillons ici, alors que je n'ai quasiment rien dans mon jardin. Enfin, j'ai assez peu de choses. Je vais vous décrire ce que j'ai. J'ai un bouleau qui est en train de débourrer, là. J'ai un saule, j'ai deux saules, deux gros saules qui sont en train de débourrer aussi. J'ai un rosier rugosa à fleurs simples, que j'aime pas du tout, que je voudrais supprimer. J'ai 4 forsythias. J'ai un rhododendron en bouton. J'ai un seringa qui est en train de crever sous un bouleau. J'ai 2 bouleaux. J'ai un lierre dans la haie, là. J'ai des rosiers qui sont très abîmés et en très mauvais état, dont un qui s'appelle Pink Guntendorf, qui fait des roses œillées. C'est un rosier ancien que mon père avait fauché les boutures, je sais pas où. Dedans, j'ai un rosier aussi New Down, et j'ai un bassin avec des joncs, avec une espèce de statue en plastique cassée en deux. J'ai un énorme pied de nénuphar dans le bassin et plein de poissons. J'ai... qu'est-ce que j'ai d'autre? De l'herbe de la pampa, je déteste ça. Je n'ai rien contre la pampa, mais la pampa, à sa place, et pas dans les jardins, quoi. Une herbe de la pampa au milieu d'un jardin, pour moi, c'est exactement comme une haie de thuya, ou des œillets d'Inde, ou des sauges rouges, quoi. Je suis comme Jacques Dutronc, je déteste les glaïeuls. Vous voyez la preuve que Jacques Dutronc est quelqu'un de bien, il déteste les glaïeuls. Alors si ça, c'est pas un critère, franchement, qu'est-ce que c'est?